Elle est votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Domenach, le journaliste politique. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là avec nous. Vous publiez Le Tueur et le Poète, ça marche bien, hein, 40 000 ventes, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour un bouquin politique, pas mal ça. Oui, hein. parce que vous savez que les ventes ne sont pas terribles pour le marché de l'édition, en Ouais. particulier politique. Donc c'est un succès. Mm. Écrit à quatre mains évidemment avec votre acolyte Maurice Zafran. Le Tueur et le Poète, c'est donc chez Albin Michel. On va évidemment parler largement du livre, mais juste parce qu'on est dans l'actualité, c'est intéressant. On a eu quand même ces 3 mois de contestation des Gilets jaunes, c'est pas fini. Et on voit un président, Nicolas Domenach, qui remonte dans les sondages. Son parti qui était en tête dans les sondages. Bon, coup d'à coup, on l'a vu sur les derniers sondages avec le Rassemblement national. Il a su rebondir, il a saturé, comme en campagne, il a saturé l'espace médiatique, il a occupé le terrain. On l'a vu, animé, on est pour, on est contre, on trouve que c'est sentencieux, c'est docte, c'est professoral, mais il était là sur le terrain avec ses grands débats. On le croyait acculé en fin d'année avec ce discours à l'Élysée, cette allocution, il a l'œil qui brille, on dit qu'il était limite au bord de pleurer. Non, c'est vrai, non, mais il est très ému, on le sent, on le voit là. Ouais. Il a de la ressource, Moi, je le pensais, puisque la dernière fois qu'on l'avait vu pour le livre fin novembre, on avait trouvé quelqu'un déjà qui sentait venir. C'était avant que les Gilets jaunes se manifestent à ce point-là, mais il ressentait bien la coupure, le fossé, voire le gouffre qui était en train de se creuser entre le pays et lui. Et il cherchait comment rebondir, comment repartir, mais c'était un combattant qu'on a vu, c'était pas quelqu'un qui était à terre du tout. Alors, il n'a pas vacillé? Vous l'avez pas Il y a eu des moments qui ont été difficiles, hein, les premières manifestations, 1er décembre notamment, la France qui là effectivement hésite, on s'interroge au plus haut niveau, est-ce que l'ordre sera maintenu, est-ce que les forces de l'ordre tiendront, on a eu un instant d'inquiétude, mais lui pas pour lui, en tout cas pour sa femme à un moment, il était un peu inquiet parce que la violence était très grande, mais il était prêt à se battre, c'est un combattant, c'est un peu comme Sarkozy aussi, ce sont des êtres qui dans la bataille au fond rebondissent, et il rebondit aujourd'hui, peut-être trop vite à mon avis, mais bon, ça c'est autre chose. Il est réputé comme étant très sûr de lui. Cet épisode-là le confirme. Vous l'avez rencontré encore une fois à intervalles réguliers. Il y a peu de gens il y a peu de journalistes politiques, hein, il n'est pas fan de. Il n'est pas du genre à se répandre avec les journalistes politiques. Il aime beaucoup les journalistes économiques, hein. Pas les politiques, effectivement. C'est quelque chose. Les économiques, il avait tissé des liens avec eux à Bercy, très fort, alors que les journalistes politiques, ils en gardent une méfiance, ils pensent qu'ils ont abattardi la politique d'une certaine façon. C'était la politique de l'anecdote à cause des journalistes, alors que la fonction présidentielle devait être relevée. Donc, effectivement. Pour ça, il faut qu'il y ait un monarque qui parle aussi. Hein, je veux dire, voilà. C'est ce que je veux dire. Bien sûr. Et il a mal parlé aussi dans beaucoup de feux. On peut prendre ça dans tous les sens. Non, je pense à ses prédécesseurs qui étaient bavards. Oui, et il voulait faire surtout l'inverse. Il l'a peut-être trop fait. Le plus gros risque pour le président aujourd'hui, ça serait de rater l'après-débat. Parce qu'encore une fois, c'est bien vu cette histoire du débat. Mais comment il va tirer les conséquences de ce que les Français et que les contributeurs du grand débat vont lui demander? On a un souci de justice fiscale, il y a l'idée de faire payer les riches. On voit bien que ça, c'est ce qui ressort quand même. Hein. Si vous me permettez, il y a 2 choses qui sont en jeu. La première, c'est lui. C'est-à-dire que il est son principal allié et son pire ennemi. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'il ne rebondit pas trop? Oui, est-ce qu'il rebondit pas trop vite? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne va pas retrouver la suffisance que les Français ont détesté, l'arrogance qui est insupportable? On voit des petites phrases qui reviennent maintenant. Il faut qu'il arrête ça. Je veux dire, il ne faut pas qu'il provoque. Quand il parle même de la démocratie de l'émeute et des gens qui sont complices de tout est... Bon, il faut responsabiliser, c'est vrai, les manifestants, mais qu'ils parlent aussi avec... compassion, avec sympathie. Donc ça, c'est le premier point. C'est sa personnalité qui était en jeu. Et il avait réussi à faire le chemin de l'humilité, qu'on attend de lui. C'est-à-dire qu'il courbe la tête, qu'il se dise oui, effectivement, je suis là pour vous, je suis votre serviteur. Et le second point, vous avez raison, donc là, c'est comment on sort de ça. Mais ça, c'est un vrai défi démocratique extraordinaire. Je dirais, est-ce qu'il sera à la hauteur? Je veux dire, toute la France ne peut que l'espérer. Mais ça risque pas d'être déceptif, tant les attentes sont fortes. Les attentes sont extraordinaires. Maintenant, est-ce que nous serons une démocratie adulte capable de les transformer de manière avec une démocratie représentative et non pas dans l'émeute, comme il le dit là? C'est vrai qu'il va falloir structurer ça, mais déjà ce qu'on vit là est inédit. Hein. En France, cette organisation qui se met en place. Mais ça peut prendre à tout moment. On se dit qu'encore une fois, si derrière les décisions du président, on a le sentiment qu'il ne prend pas en compte les aspirations des Français. Il les a consultés. Il faut d'ailleurs
les écouter et que la réponse n'est pas adaptée, encore une fois, aux espérances. Le risque est d'autant plus grand qu'il n'y a pas d'alternative démocratique. C'est-à-dire qu'on voit bien que les oppositions ont volé en éclats. Je disais hier à Daniel Simonet, qui était là, de la France Insoumise, je lui dis, mais vous êtes à 8 dans les sondages. C'est dingue, alors que c'est une séquence qui devrait politiquement profiter au parti de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont disparu quasiment, enfin j'exagère, ils sont encore 8, c'est une existence, mais toute la social-démocratie d'un côté et ses personnalités, je veux dire, vous vous rendez compte que du gouvernement, des gouvernements Hollande, il n'existe plus de personnalité quasiment susceptible d'attirer ou même d'être tête de liste du Parti socialiste d'un côté, et de l'autre que le grand parti quand même de la droite, le grand parti républicain, soit à 10, 12 maximum. Je veux dire, c'est vertigineux parce que ça veut dire que on n'a qu'une bataille entre Marine Le Pen et le président de la République. C'est tout bénef pour lui, c'est tout bénef pour lui. C'est bénef, mais c'est vertigineux, hein, parce que, comme vous le disiez, il ne peut pas être déceptif de trop, sinon il pousse les Français soit dans la déprime, soit dans une brutalité inquiétante. Ouais. Il devra lâcher, selon vous, Nicolas Domenech, symboliquement, une mesure qui frappera le portefeuille des riches, parce qu'il y a cette demande qui est très forte de justice fiscale. Il a dit, je ne touche pas à l'ISF, je vais le faire évaluer, on verra, bon voilà, on verra, ça c'est remis au calendrier grec, mais il devra lâcher quelque chose là-dessus, symboliquement? Il devra lâcher quelque chose, il cherche au fond une porte de sortie autour de sa conception qui est très proche de celle de Dominique Strauss-Kahn de l'égalité sociale, c'est-à-dire pas seulement une redistribution, mais une capacité à ouvrir des portes qui permettent aux gens de ne pas être assignés, comme il le dit souvent, à résidence ou à destinée tragique. Donc qu'est-ce qui peut inventer de ce point de vue-là? C'est deux sujets complémentaires, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais il aimerait bien trouver quelque chose de plus innovant qu'une nouvelle tranche fiscale pour les très très hauts revenus. Il ne pourra pas y couper quand même. Et je crois qu'il ne pourra pas couper à inventer quelque chose, ni à redistribuer quelque chose aussi. Je veux dire, parce qu'il a ce grelot plutôt cette crécelle de président des riches qui lui est accroché, et pour l'enlever, ça va être dur. Ouais. Il s'est fait élire, hein, et vous le racontez bien, sur cette promesse de réparer les fractures françaises. On en est loin, on en est loin. On en est très très loin, et ça le faisait souffrir. Alors vraiment, pas seulement personnellement, mais parce qu'il pensait qu'il avait deux engagements. Le premier, c'était de rassembler et pas diviser. Et là, il sentait qu'il avait divisé. Et puis, effectivement, que la tragédie menace. C'est quelqu'un qui est habité par l'idée du tragique. Hollande ne l'était pas. Hollande a découvert la tragédie et au poste plus. Sarkozy a découvert ça aussi. Il l'avait intériorisé, théorisé, le président Macron. C'est ça, qu'au fond, il avait été élu parce que la situation était tragique et que s'il ne réparait pas ces fractures-là, eh bien, il pouvait être avalé par ça. Il nous l'a dit à plusieurs reprises. Et il a dit, là vous vous rappelez cette confidence que le président a fait à Thierry Solère, le transfuge qui est passé des Républicains En Marche. Si ça se passe mal, je terminerai plus bas que François Hollande si je termine mon mandat. Waouh, quelle lucidité! Mais comment est-ce qu'il pourrait ne pas le terminer? Je veux dire, les institutions le protègent. Quelle lucidité, pardon. Et en même temps, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on a cherché, et on n'a pas fini de chercher, et je pense d'autres travailleront là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas trouvé les mots, qu'il n'a pas trouvé les gestes, qu'il soit planté dans le timing de son quinquennat pour ne pas, alors qu'il avait cette conscience aiguë de la situation tragique, pour ne pas apporter des réponses à la hauteur et pour faire les choses un peu à l'envers. Et alors, votre réponse? Non, une de mes réponses, c'est l'ivresse des hauteurs. C'est-à-dire quand vous avez gagné contre tout le monde d'abord et qu'on vient vous donner des conseils, vous n'écoutez pas. En plus, vous n'êtes pas entouré de politiques expérimentées, vous écoutez encore moins. Et puis enfin, vous avez ce phénomène que j'ai connu, qui a frappé tous les présidents que j'ai approchés pendant les 3 mois d'élection. Même Sarkozy m'avait dit « c'est facile d'être président de la République, qu'est-ce qu'on m'a raconté comme bêtise ?» Oui, plusieurs mois après, il a vu que c'était difficile. C'est-à-dire qu'ils arrivent à une hauteur où l'oxygène se raréfie. Vous savez, les alpinistes parlent au-dessus de 8000 mètres de la zone de la mort. L'Élysée, c'est beaucoup plus haut encore. Vous êtes ailleurs, quoi. C'est plus fort que vous. Vous n'entendez plus ce que le pays ressent, vous ne le voyez plus, vous ne le ressentez plus. Même si vous essayez, vous êtes ailleurs. Ouais. Et derrière, il y avait quand même aussi, au moment de l'élection, et vous le rappelez bien, cette rupture. La rupture, c'est déjà Sarkozy, mais ils avaient vendu une rupture révolutionnaire. Là aussi, il y a quand même de quoi être déçu. Il y avait les deux jambes, libéré, protégé. On a eu la libération. Et la protection, elle vient péniblement derrière. C'est ça, c'est venu très très loin derrière. Et puis, il y avait cette
Mais il a conscience de tout ça, il a conscience qu'il n'est pas en train de délivrer. Oui, non, maintenant il a conscience de ça, mais il faut ce que je veux dire, il ne faut pas que ça revienne vers le haut trop vite, parce que sinon il est repris que par moment. Mais il y avait aussi dans la promesse, parce qu'on l'a oublié maintenant, il y avait un moment de cristallisation, de fusion entre une partie de la France et lui, dire ça a adhéré à sa jeunesse, à son empathie. Mais ça, c'était aussi une promesse qu'il n'a pas tenue, celle de la bienveillance. Et il en a conscience qu'il était porteur de ça. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, c'est très intéressant comment chacune des têtes de liste maintenant déclarées pour les européennes essaye de récupérer la notion de bienveillance à son profit. La tête de liste de la droite, mais aussi, enfin bon, tous, je veux dire, maintenant ils ont compris que c'était en déshérence, donc ils essayent de rattraper ça. Ça va être dur. D'autant qu'il ne gouverne pas du tout comme il a fait sa campagne. C'est dingue. Là. Je pense qu'on l'a déjà dit souvent, mais sa façon de gouverner, encore une fois, très verticale, même s'il y a eu des va-et-vient par rapport à la campagne. C'était un et en même temps quand même, et horizontal et vertical, et de gauche et de droite. Et là-dessus, alors quand on en discute, il essaye de vous expliquer que ça allait suivre, que c'est dans le timing qu'il avait fauté. Sans doute c'est vrai, mais n'empêche. Dans le timing, c'est-à-dire dans le timing. Dans le timing, c'est-à-dire que l'ISF, il n'aurait pas dû le faire tout de suite comme ça, quoi. Les 5 euros, je veux dire, il fallait faire en même temps. La taxe d'habitation, enfin bon, etc. Quoi. Il fallait vraiment. Que c'est Bercy qui, in fine, et l'administration qui lui a dit oh là là. Les déficits, on fait attention, alors qu'on n'aura jamais connu une croissance aussi élevée qu'en 2017. On a fait 2,3%, qu'on verra peut-être pas si tôt non plus, les 2%. Et c'est là, je pense que le péché originel, c'était qu'il fallait faire tout de suite. C'est ça. Et puis alors maintenant, il y a quand même une question de fond à laquelle vous devez être souvent confronté ici, c'est jusqu'à quel point il croit à la théorie des premiers de cordée. Moi, je leur ai dit tout de suite que Frison Roche avait effectivement écrit Premier de cordée, que l'ouvrage suivant, c'était La Grande Crevasse. Eux, ils sont quand même, malgré tout, persuadés qu'ils allaient créer une dynamique vertueuse qui allait tirer, au fond, toute la France vers le haut, avec l'Europe en plus. N'oubliez pas quand même, ils pensaient qu'on allait bénéficier de qu'il allait porter l'Europe. Sauf que le monde entier ralentit. Et voilà, et que ça la France ne fera pas exception là-dedans. Et que le ruissellement est une théorie qui n'a pas marché sous Sarkozy et qui n'a pas davantage fonctionné cette fois-ci. Dans son entourage, vous qui l'avez côtoyé, qui peut lui dire ces 4 vérités? Ne me dites pas en dehors Brigitte, évidemment. Non. Qui est-ce qui l'écoute vraiment, qui peut lui dire attends, mais là, tu as déconné là-dessus? Attendez, éliminez pas Brigitte comme ça. Non, son rôle n'est pas politique, mais c'est un homme qui n'a pas d'amis, le président de la République. Il a des proches, mais il a sa femme qui est son épouse, sa maîtresse, son amante, son inspiratrice, son conseiller, son coach, etc. Mais elle joue un rôle essentiel. C'est pour ça que je dis ne l'éliminer pour son équilibre, etc. Il y a un personnage, moi, auquel j'accorde beaucoup d'importance, qui vient d'ailleurs de prendre place à l'Élysée, mais qui était pour l'instant un peu en fond, qui est Philippe Grandjean, qui vient de la CFDT, qui, lui, a un passé, une expérience politique, qui a conseillé Hollande avant de travailler avec lui. Lui, il a l'étoffe, il a l'assise, il a la réflexion, la projection historique, mais il appartient à l'ADN de gauche du macronisme. Et c'est pour ça qu'il a pu être malheureux aussi de ses premiers mois. Mais bon, le voilà à l'Élysée, lui. Ils ont commencé pour l'acte 2 à changer. À revoir le staff. Voilà. On voit bien que le staff est en train de changer. Le staff est en train de changer. Maintenant, il va falloir... Donc c'est le seul qui peut dire ces 4 vérités, encore une fois? Moi, je pense que c'est le seul qui le dit vraiment. Alors, vous avez le double qu'il constitue avec Alexis Kohler, qui est un double de ping-pong, mais bon, c'est vrai que quand... Il serait peut-être sur le départ, d'ailleurs, moi, je pense qu'il ne peut pas faire autrement que partir, parce qu'il est associé à ce premier acte, quoi. Et puis, il est très courageux aussi. Ils ont réalisé des choses. Ils ont conquis le pouvoir de manière extraordinaire ensemble. Mais bon, maintenant, c'est une autre étape. C'est une autre séquence, c'est un autre épisode. L'opposition fait souvent, d'ailleurs, vous l'avez même évoqué, Nicolas Domenach se reproche de président des riches. Voilà. Et au-delà de ça, c'est pire. On entend souvent comme quoi il est dans les mains des puissances, de l'argent, qu'il a inféodé au grand capital, au grand capitalisme. Ça tient la route ou pas? Parce que cette étiquette de président des riches, ça va lui coller au basque. Non, moi, c'est quelque chose d'étonnant, à quel point d'ailleurs il n'arrive pas à s'en défaire. Et je pense que beaucoup jouent autour de Rothschild, la banque Rothschild, ce côté mythologique en France, un peu antisémite. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais pour bien le connaître quand même maintenant, c'est pas un homme que l'argent fascine du tout. Contrairement à Nicolas Sarkozy, qui avait le culte de l'argent, pas du tout. Il a quand même quitté Rothschild.
dire pour un salaire en regard de celui de l'argent qu'il touchait à Rothschild, sans comparaison, de misère presque, j'oserais dire. Donc il a donné des preuves il n'a pas rejoint la droite qui lui faisait des avances, alors il avait une carrière toute tracée. Donc c'est pas un homme d'argent. C'est pas un homme d'argent, c'est pas un homme non, c'est pas un homme bling bling du tout. N'empêche que son entourage, ses proches, sont des gens, souvent des humanistes d'ailleurs, mais qui ont fait des fortunes. Donc il n'a pas un rapport au peuple que lui aurait donné une expérience politique. Voilà, c'est ça. En même temps, il n'a pas manqué de différence, c'est pour ça aussi qu'il a été élu pour un parcours qui n'était pas le parcours traditionnel de conseiller départemental, de maire, et on gravit les échelons, et on est député. C'est ça que les Français voulaient aussi. Hein. C'est ça, mais c'est dur à rattraper après. Il y a une façon de... Il y a des mots, comme l'expression qu'on lui a reprochée, comme traverser la rue pour trouver un job. Moi, en bas de chez moi, une des banques qui a brûlé, et le graffiti qui a été écrit dessus, c'est « T'as vu Manu, on a traversé la rue ». On peut dire que tout s'est déréglé, Nicolas Domenach, c'est milieu 2018. C'est là où vraiment il enchaîne les déboires, les séquences malheureuses. Et là, je vous lis, vous pointez du doigt les qualités d'hier qui aujourd'hui sont devenues ses pires défauts. Je vous lis, sa spontanéité désormais. Gaucherie, sa détermination de l'obstination, son courage de l'incompétence, son habileté de la maladresse, sa hauteur de la mort, son autorité de l'autoritarisme, son tranchant de la brutalité, sa fougue de l'inconscience, sa jeunesse de l'inexpérience. Et là, on se dit quand même qu'il va avoir du mal à s'en relever. Hein. C'est fou comme tout s'est renversé. Hein. Mais ce qui veut dire aussi que tout peut l'être encore, que tout peut être renversé. Mais on n'est qu'au début d'une reconstruction pour redonner tout ça. Il va falloir qu'il sache s'entourer à nouveau. C'est-à-dire, je vous parlais de Philippe Grandjean, mais vous voyez, on le voit derrière vous avec les maires, notamment. On a vu que c'était des personnages, ces maires, qu'il a méprisés. Ces corps intermédiaires, c'était une de ses fautes. Vraiment, est-ce qu'il va pouvoir retisser des liens avec cette France-là, cette France des élus qui est très vivace, qui est forte? Les maires, ça marche à peu près. Les départements, les régions, ça ne marche pas du tout pour l'instant. Il n'a pas renoué, il n'a pas retrouvé le régions qui sont plutôt à droite et pour autant ils remontent dans l'électorat de droite. Ils remontent parce que l'autorité, parce qu'il y a... Enfin l'autorité, il y a l'autorité en même temps tous les samedis, on a encore le... Oui, mais quand même, il symbolise l'ordre. C'est pas Laurent Wauquiez qui peut symboliser ça, c'est pas le président du Sénat, c'est quand même, on se tourne vers celui qui a les forces de l'ordre et qui est chef de l'État, chef des armées. Donc il peut s'en relever, l'histoire n'est pas encore finie. Hein, moi je crois que c'est le seul qui peut encore s'en relever. Parce que comme disent les Anglais, there is no alternative. Et c'est un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas d'alternative et qu'il faudrait vraiment, pour ce pays, qu'on en construise une où qu'elle soit. On finit là-dessus, j'ai oublié la question, j'aurais dû commencer là-dessus, l'idiot de service. Le tueur et le poète. Il est les deux, c'est ça? Et il est vraiment les deux. Vraiment. Et vous le connaissez bien, vous l'avez vu encore une fois pour ce livre à de nombreuses reprises, le président. Il ne se livre pas beaucoup, il n'aime pas se livrer. Non, il n'aime pas, mais c'est un être de culture, c'est un être qui a vraiment une inspiration, un rapport à la transcendance, pardon d'employer des mots comme ça, mais en même temps qui peut être d'un cynisme absolu et d'une efficacité redoutable et sans sentiment s'il le faut, mais sans sentimentalité, je dirais plus exactement. Sans sentimentalité et sans amis. Hein. Sans amis, mais en même temps, vous avez vu comme il a eu du mal à se séparer de Benalla. Je veux dire, comme Sarkozy avait du mal aussi à trancher à certains moments. C'est pas facile quand vous ont accompagné des êtres qui ont pu être très courageux et très proches et très importants à certains moments de votre vie. Et donc, notamment dans la campagne aussi, au moment dans l'entre-deux tours, c'est ça. Quand il va sur le... Benalla, il y a une anecdote qui situe son importance, je n'en ai pas pour longtemps. Hein, là, il faut la donner. C'est au moment de Whirlpool, je veux dire, où là, Marine Le Pen est passée le matin, les ouvriers qui sont là sont très remontés contre lui, les forces de l'ordre, les policiers lui disent « n'y allez pas, c'est risqué pour vous ». Il le déconseille, les policiers disent à Macron « n'allez pas sur le parking ». Et Benalla dit « moi je t'emmène ». Et on gère. Et on gère. Et ça a marché. Et ça a marché, voilà. Voilà, bon, il y a plein de trucs à lire, ça fourmille d'anecdotes, c'est super. C'est Le Tueur et le Poète. Nicolas Domenach, entendu évidemment avec Maurice Zafran, et c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.